Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai profité de mes vacances sur l'île de Léron pour tourner la vidéo d'aujourd'hui. Donc écoutez, on n'a pas eu un temps super jusqu'à aujourd'hui. Là il y a eu un peu de soleil et du coup il y a des nuages assez hauts, donc j'espère qu'on va pouvoir avoir un super coucher de soleil qui va amener un peu de lumière dans les nuages. Et puis écoutez, on va regarder ce qu'on peut faire ensemble ici comme image. Alors pour être très honnête avec vous, donc récemment dans les commentaires, c'est il y a 2 semaines maintenant, j'ai échangé avec un des abonnés ici qui m'est fidèle depuis un petit bout de temps, et on parlait du focus stack. Et donc je disais qu'il fallait que je fasse une vidéo sur le focus stack, et je pense qu'ici ça va bien se prêter. Il y a quelques éléments comme les souches de bois, comme les rochers, comme les dunes, et puis les herbes dans les dunes qui peuvent faire des premiers plans, sachant que l'intérêt ça va être aussi toute la plage qui s'en va un peu plus loin, et puis on l'espère les informations de couleur et de texture dans les nuages. Donc je pense qu'on va être dans de bonnes conditions pour étudier le focus stack. Donc écoutez, on va regarder ce qu'on peut faire ensemble. On va se mettre en position juste ici, je vais tourner de 90 degrés l'appareil photo. On va regarder la dune et puis il y a une première image, donc on va déjà pouvoir un peu discuter du focus stack en espérant que les bonnes lumières vont arriver. Le soleil va se coucher dans maintenant une trentaine de minutes. Donc j'espère que d'ici là on va avoir les bonnes lumières. Allez, c'est parti pour la vidéo. Je me suis mis en position, donc je me suis tourné comme je vous le disais de 90 degrés. Donc je vais vous mettre dans l'encart ce que je filme. Donc n'oubliez surtout pas que, encore une fois, le cadrage final sera légèrement différent. Donc en fait voilà, le focus stack c'est quoi? Donc dans le cadre de cette photo, je veux faire la mise au point sur mon premier plan, donc en bas à gauche sur l'arbre. Et donc là, l'arbre, en gros, si je regarde ma distance de mise au point, je suis à 0,7 m. Donc si je prends un diaphragme de f11 à 0,7 m, donc avec mon application, vous vous souvenez, Photopile, donc elle me donne une profondeur de champ. Mon premier plan va être naître à 0,55 m et le dernier plan à 1,47. Donc ce qui veut dire que tout ce qui va être au-delà de 1,47 ne va plus être naître sur ma photo. Et moi, ce que je veux, c'est bien sûr qu'on continue à voir la dune. Donc en fait, après, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse sur le focus stack, justement, c'est que je vais faire une première image, donc dans ces conditions-là, où je vais avoir mon plan finalement net entre 0,55 et 1,47, et puis je vais faire une mise au point un petit peu plus loin qu'1,47, et puis regardez si je peux être net, donc toujours avec mon diaphragme de f11, cette fois-ci de 1,50, on va dire, jusqu'à l'infini. Donc là, toujours avec mon application, si maintenant je fais une mise au point à 1,50 m, à 1,50 m, je suis net de 0,8 m à 11,39 m. Donc ça veut dire que je ne suis pas encore tout à fait net sur toute la profondeur de champ. Donc en gros, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse une troisième image, cette fois-ci à 10 mètres. À 10 mètres, et là, à 10 mètres, voilà, je serai net jusqu'à l'infini. Donc ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'on peut aussi travailler avec ces fameuses, donc ce qu'on appelle les distances hyperfocales. Donc l'hyperfocale, elle est à 1,72 m. Donc vous voyez, tout à l'heure, je disais que j'étais donc net jusqu'à 1,47. Donc si je pouvais faire une mise au point à 1,72, je serais net finalement du premier plan à 1,46 et le dernier plan à l'infini. Donc du coup, je pense que c'est exactement ce qu'il va falloir que je fasse. Donc là, je vais avoir mon premier plan de 0,5 à 1,47. Et donc, je vais faire une mise au point vers les, donc on va dire 1,75 m. 1,75 m, et là effectivement je vais être net de 0,87 jusqu'à l'infini. Donc du coup je vais bien couvrir les deux images vont bien couvrir toute ma profondeur de champ pour être net de 0,55 jusqu'à l'infini. Donc voilà, au niveau de la prise de vue, finalement c'est assez simple. On va empiler les prises de vue. Pour empiler les prises de vue avec une profondeur de champ donc qui va être définie par les conditions de réglage de l'appareil photo, et puis on va empiler toutes ces images pour avoir finalement une image nette de son tout premier plan jusqu'à l'infini. Donc là, dans les conditions où je suis là, au 24 mm, à un diaphragme de f11, finalement je vais avoir besoin que de 2 images pour faire mon focus stack. Donc on va y aller. Je vais prendre l'image. Alors comme vous l'avez vu aujourd'hui, je suis parti léger au niveau de l'équipement, donc du coup il va falloir que vous me fassiez confiance pour les réglages. Je vais vous dire ça en live. Donc j'arrête la vidéo
je repasse sur la photo. Donc j'étais au 24 mm et donc je suis au 24 mm. Je suis donc première mise au point sur le début de ma souche. Je vérifie ma distance. Ouais, c'est ça. Je suis un petit peu plus de 0,7, donc je dois être aux alentours de 0,8. Je suis monté en sensibilité à 400 parce qu'il y a un petit peu de vent, donc je voudrais pas descendre trop bas au niveau des vitesses. Donc j'ai une vitesse ici du 1/30e. On va même faire vite parce que ça descend assez rapidement. Et donc je vais faire ma première image. Donc vous vous rappelez, celle-ci va être nette jusqu'à 1,47 m. Et donc je vais faire une image un petit peu plus loin au niveau de la mise au point sur le tronc. Donc, je vais vérifier que cette fois-ci je suis pas trop loin de mes 1,72 m. Ouais, je suis presque pile poil. Il faut peut-être que je revienne un petit peu plus ici. Donc je suis descendu, si vous voulez, aux 2 tiers haut du tronc, hein, si vous vous rappelez. Et donc là je vais faire ma photo. On vérifie la distance sur l'objectif. Ouais, là je suis pas mal. Tac, mise au point. Donc ma vitesse on change pas, le diaphragme on change pas. Et voilà, c'est parti pour l'image, pour les 2 images. Et donc ce qu'on va faire, alors pas tout de suite hein, bien sûr, mais quand je vais revenir chez moi pour faire le montage, donc on va assembler ces 2 images là tout de suite après dans Lightroom et Photoshop. Je vais vous montrer comment je procède pour faire le focus stack. Donc voilà, 2 images, netteté de 0,55 jusqu'à l'infini. On va regarder maintenant ce qu'on peut faire comme autre image. Allez, c'est parti. Ma deuxième proposition. Je vais vous mettre tac, une petite vidéo de ce que je suis en train de filmer. Donc vous voyez, donc je me suis mis assez haut hein, parce que je veux quand même être finalement bien distingué à l'horizon. Si je me mettais trop bas, finalement on est beaucoup trop au plat. Donc là je veux vraiment voir les différentes couches et puis finalement ce chemin que l'on a dans l'eau pour nous emmener dans ce que j'espère va être des belles couleurs pour le coucher de soleil. Mais je dois vous avouer que je suis un peu sceptique sur le coup. Il me reste plus qu'un quart d'heure. En tout cas, on est en position. Alors là, ça va être justement le contre-exemple du focus stack. Le focus stack, vous allez voir très rapidement, quand on maîtrise la technique, on a envie d'avoir des images qui sont nettes du début, du premier plan jusqu'au dernier plan. Et donc très rapidement, on a tendance à vouloir faire du focus stack partout. Et d'ailleurs, si vous regardez un peu toutes les vidéos que je fais, bien souvent je vous en parle. Tiens, je vais quand même faire plusieurs images. Donc je prends une image mise au point ici, un petit peu plus loin, et puis enfin un petit peu plus loin. Et puis finalement, vous l'avez vu quand je développe, et voilà, j'utilise qu'une seule image. Donc je dirais que c'est bien. C'est un peu une ceinture de sécurité, mais il faut savoir aussi parfois s'en passer. Donc là, c'est le bon exemple. Je suis au 24 mm. La première pierre, donc le rocher en fait que vous voyez en premier plan, donc il a 1,8 m à peu près. J'ai pris un diaphragme de f11. Et si je prends un diaphragme de f11, hein, de toute façon, tout à l'heure, 24 mm, mon hyperfocale, elle était vers 1,72. Donc voilà, si je me mets mise au point à 1,8 m, et ben je vais être net de ma roche jusqu'à l'infini, donc jusqu'au coucher de soleil. C'est ce que me donne en fait l'application Photopil. Donc on est typiquement là dans un cas où je n'aurais pas besoin de faire du focus stack. Après, si j'étais un petit peu plus bas, et ben là pour le coup il faudrait que je fasse du focus stack. Si je zoomais aussi et que disons que j'avais une frontale, peut-être je sais pas, allez on va dire que je suis au 50 mm. Si je suis au 50 mm avec toujours une distance à 1,8 m pour un f11, et ben dans ce cas-là je serai pas net jusqu'à l'infini. Donc vous voyez, votre focale, votre distance avec le sujet, c'est ce qui va influencer forcément votre profondeur de champ, hein, ça on en avait souvent parlé, mais du coup c'est ce qui va aussi vous guider à savoir si oui ou non vous voulez faire du focus stack. Donc là, clairement, on n'en a pas besoin. Donc on va s'en passer, on va faire une seule image. Donc là je pense que je vais avoir une large plage
dynamique. Donc si vous regardez là, je suis proprement exposé, donc je suis en vidéo, mais vous voyez, si je sous-expose un peu, il y a quand même pas mal d'informations assez importantes dans les nuages. Donc ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est que je vais quand même faire du bracketing sur cette photo là. Donc une autre manière de proposer les nuages, mais par contre on ne va pas du tout faire de focus stack, on n'en a pas besoin. Donc je vais passer en mode photo, on va attendre un petit peu la lumière, et puis je vais vous montrer à l'écran ce que ça donne. Une seule image, pas de focus stack. Alors non, finalement, pas l'image encore. Je voulais vous montrer les réglages parce que là je pense que c'est vraiment intéressant. Vous voyez, quand on parle aussi de bracketing, donc je vais essayer de crocher la caméra. Vous m'excusez si ça bouge un peu, si ça bouge même beaucoup. Hop, je couperai au montage pour vous éviter les soubresauts. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer. Donc vous voyez clairement ici, donc je suis donc F11 vitesse 1 demi-seconde à ISO 64. Donc là en fait je vais prendre une première vitesse quand il y a un peu de vent dans les vagues, vous voyez, à ce niveau là. Donc ça va donner un petit peu de flou, et puis après on va en monter une un petit peu plus haut parce que je voudrais retrouver quand même des vitesses du 1/50e. Mais si vous regardez l'histogramme, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez, je peux continuer quelque part à surexposer sans pour autant encore pour l'instant cramer. Là, je crame un peu dans les hautes lumières, donc je surexpose un peu ma photo. Et là, je suis juste bien. Ce qui veut dire que normalement, sans faire de bracketing, je vais pouvoir récupérer toutes les informations qu'il y a dans les nuages. Et vous voyez, enfin, comme je vous l'ai montré tout à l'heure en sous-exposition, il y a quand même de quoi faire, il y a quand même matière. Donc du coup, on va pas avoir besoin finalement de faire de bracketing. Donc je vais même pas assurer le coup parce que là, finalement, je suis bien. J'ai un superbe histogramme et je vais pouvoir proprement développer ma photo un peu plus tard. Allez, maintenant c'est parti pour l'image. Être bien payé. Donc j'ai trouvé une autre composition, j'ai bougé par rapport à tout à l'heure, et là on a les superbes couleurs qui arrivent dans les nuages. Donc ce que je vais faire, je vais tourner la caméra et puis en même temps je vais vous expliquer comment je prends cette photo là, parce que je vais vous laisser regarder les couleurs dans le ciel. Donc vous voyez, c'est magnifique là en ce moment les couleurs. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai ce bois qui est devant moi à peu près 1,8 m de près, ce que j'ai vu. Et donc comme tout à l'heure, donc là je vais être obligé de faire du focus stack. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai choisi un diaphragme de f8 pour pas être trop lent en vitesse. Je suis en ISO 400 et donc je vais faire une première mise au point donc sur la souche et à 1,8 m. Et puis après, donc si je regarde mon application Photopile, ma profondeur de champ s'étend jusqu'à 11 mètres. Donc je vais faire une autre image à 11 mètres, et de là à 11 mètres je serai net jusqu'à l'infini. Donc voilà, même principe que la première photo. On va donc empiler deux images pour avoir une netteté du premier plan jusqu'à l'arrière-plan. On va soigner la plage dynamique aussi pour s'assurer de pouvoir donner des informations sur le bois qui est très sombre, et puis garder les couleurs dans le ciel à la fin, tout au bout là, qui sont magnifiques, très rouges. Allez, c'est parti pour les images. Les nuages deviennent de plus en plus épais, donc je suis pas sûr que je vais avoir finalement ces reflets sur les nuages. Donc de toute façon on va patienter quand même un petit peu, hein. Parfois il faut attendre bien 10 minutes, un quart d'heure après le coucher du soleil pour commencer à voir les lumières. Mais quand je vois là-bas sur l'horizon, c'est ce que je suis en train de vous montrer là, donc à la caméra, dans l'encart,
je suis pas sûr malgré tout qu'on va avoir quelque chose de bien. Alors là, il y a des choses intéressantes, hein. Les lumières sont sympathiques, il y a de la texture dans les nuages. Voilà, c'est pas la photo du siècle, mais c'est une photo intéressante. Techniquement, donc c'est sympa parce que on a des conditions sombres, on doit jouer entre des hautes et puis des basses lumières. Donc c'est un peu ce que je vous montrais tout à l'heure sur l'histogramme. Donc malgré tout intéressant. Je pense qu'il y aura des choses aussi à faire là pour le coup au développement, mais à la limite ça fera l'objet d'une autre, d'une autre vidéo, puisque pour le développement on va s'occuper de regarder le focus stack. Donc ce que je vous propose, c'est qu'en attendant que les lumières changent pour moi ici, on va se retrouver donc dans quelques jours mais pour vous maintenant face à l'ordinateur, et puis on va regarder donc le développement du focus stack. Allez, on y va, en place devant l'ordinateur. À tout de suite. Ok, donc nous voici devant l'ordinateur, donc devant Lightroom où j'ai chargé les photos. Donc j'ai chargé les 2 photos qu'on a pris en focus stack. Donc la première image, enfin la première série d'images, on va dire. Attendez, on va le faire comme ça. La première série d'images, donc c'est celle que j'ai fait en format portrait. Donc format portrait, avec la première ici sur la gauche, une mise au point sur le tronc, la seconde sur la droite, la mise au point un petit peu plus loin ici sur la plage, et puis donc la deuxième série d'images, donc cette fois-ci en format paysage, avec la première image ici mise au point sur l'arbre, et puis la seconde mise au point un petit peu plus loin. Alors ce qu'on peut constater sur toutes ces images, c'est qu'on n'est clairement pas dans des super conditions pour faire des super photos, tout simplement parce que quand on est comme ça en fin d'après-midi, même si il n'y avait pas forcément beaucoup de monde ce jour-là sur l'île d'Oléron, vous voyez très bien qu'au niveau du sable, ça a été piétiné à de multiples endroits. Comme c'est l'hiver, donc on a beaucoup de branches, plumes et autres qui sont sur la plage. Donc ici en bas, on a des empreintes de chiens. Donc bon, très clairement, c'est pas une image portfolio, hein. On va juste l'utiliser dans le cadre ici d'expliquer le focus stack, mais clairement pas donc une image sensationnelle. Alors sur les deux, je vous avouerai que c'est celle du coucher de soleil qui me plaît le plus, et sur toute la sortie c'est celle-ci qui m'intéresse le plus. Donc c'est cette photo là qu'on va utiliser et qu'on va développer ici donc pour faire le focus stack. Donc voilà, je vais sélectionner mes 2 images que je souhaite développer, donc les images en format paysage avec le coucher de soleil. Et la première chose que je fais dans Photoshop, si on regarde, si on navigue entre les 2 images, c'est pas très flagrant, vous me direz, sur ces 2 images là, mais malgré tout ce que je fais, c'est que j'utilise dans Lightroom une fonction qui est dans les settings, donc qui s'appelle Match Total Exposure, c'est-à-dire en fait il va s'assurer que les 2 expositions sont relativement similaires. Donc c'est le cas. Donc si vous regardez, je pense qu'on voit un peu plus sur les autres images. Vous voyez, on a une légère différence d'exposition. Et donc si on fait cette sélection donc dans les settings, concordance des expositions, et vous allez voir que ouais, c'est pas super flagrant, mais si on regarde le tronc, on est quand même beaucoup plus proche que ce qu'on était avant. Donc ça permet en fait d'avoir des expositions qui sont proches, qui sont relativement similaires. Donc ensuite je reviens donc sur ma photo en format paysage. Et puis donc on va faire le développement. Alors très clairement, cette photo-là, elle était sous-exposée volontairement par rapport au nuage. Donc on va déjà commencer par augmenter légèrement l'exposition. Voilà, d'un tiers de stop. On va augmenter aussi la température parce qu'on voit qu'on a un pic dans les lumières bleues, ce qui est normal, ce qui est le ciel. Donc on va déjà aussi augmenter légèrement sans non plus faire un sable trop jaune. Donc là on est plutôt bien. Donc ensuite on va aussi augmenter légèrement, enfin faire ressortir légèrement les ombres. Quelque part, non là je suis un peu trop, quelque part ici. On va diminuer les hautes lumières un tout petit peu. Tac. Et puis donc au niveau des blancs, donc on va pousser un petit peu plus sur la droite sans pour autant tac, là on est un peu trop, là je suis pas mal. Et puis donc
un petit peu de noir. Alors là, on est de trop. On doit être quelque part... Ouais, quelque part ici avant que ça clique. Donc là, je pense que je suis pas mal. Je suis pas mal. Donc ensuite, je vais augmenter un tout petit peu la texture. Ça, c'est pour l'arbre. Et puis la clarté. J'aime bien jouer un peu avec les curseurs. Je pense qu'on va être quelque part par là. Alors j'attends que ça se stabilise. Ouais, c'est bon. Ouais, ici, c'est pas mal. Donc là, je suis bien. Ah, je vois que j'ai un petit peu de clip dans les noirs. Donc on va voilà. Toc. Donc, vous voyez, quand ça s'allume le curseur en haut à gauche, là, ça veut dire qu'on a des pixels qui sont complètement noirs. Donc je vais éviter ça. Et donc on va se mettre quelque part ici. Je vais ajouter un premier filtre. Donc un filtre gradient linéaire sur le ciel. Tac. Et on va légèrement diminuer l'exposition du ciel, donc pas trop. Hop. Ici, je pense que je suis bien. Et puis on va légèrement augmenter la saturation, donc pas de trop, parce que vous voyez ce que ça donne dans les bleus. Donc on va juste un tout petit peu. Je pense qu'ici, ça sera pas mal. Donc ça, c'est sans l'effet. Avec l'effet, ouais, c'est très faible, mais ça me va bien. Et puis après, je vais juste ajouter un autre filtre ici. Donc pour faire ressortir un petit peu plus mon tronc sur cette partie-là. Et par contre, l'assombrir un petit peu plus sur cette partie-là. Donc je vais créer un nouveau masque avec un filtre radiant cette fois-ci. Donc je vais mettre quelque part ici. Toc. Hop, un tout petit peu plus petit. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment ici de faire ressortir les ombres. Pas trop non plus, parce que ça va paraître un peu... Voilà, là, je pense que je suis bien. Et puis, je vais rajouter un autre masque, cette fois-ci sur cette partie-là. Tac. Donc je vais me mettre ici. Hop, quelque chose comme ça. Là, je suis pas mal. Et donc cette fois-ci, je vais juste réduire un tout petit peu l'exposition. Voilà. Pour vraiment que l'œil ne passe pas trop de temps ici sur cette partie prépondérante pour aller dans l'image. Donc voilà pour ce qui est du développement. Donc on va faire Done. On va ensuite recadrer un peu. Alors les images en paysage, bien souvent, je les aime bien en 16/9. Ce qui m'intéresse, c'est le ciel. On va juste couper voilà ici pour pas que ça soit complètement dans le coin. Et là, on sera bien. L'arbre est bien ici au milieu. Alors est-ce que je suis droit? Ça, c'est la question. Toc, toc, toc. J'avais pourtant mis l'assiette, mais ouais, non, je sais pas. Elle était pas trop mal. Voilà. Tac. Donc voici notre première image. Donc une fois qu'on a développé cette première image avec la mise au point qui était ici sur le tronc, donc on va faire Settings, donc copier les réglages. On va copier les masques en même temps. On va ensuite aller sur la seconde image et donc là on va coller les settings. Et donc voilà, petit à petit ça mouline. Ça mouline, et voilà. Donc maintenant on a nos deux images développées dans Lightroom, donc je vais les sélectionner. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire maintenant Edit dans Photoshop et je vais les ouvrir comme des couches. Pof. Donc voilà, on a nos deux images ouvertes maintenant dans Photoshop, donc je vais sélectionner mes deux images. Je vais aller dans Edit et je vais faire Auto Align Layer. Ça veut dire en fait quoi? Il va regarder les deux images et s'assurer en fait que tous les détails
correspondent bien d'une image sur l'autre. Donc là, il a fait un alignement. Donc vous voyez, j'ai pas trop bougé parce qu'en général, si j'avais bougé, on verrait des parties blanches sur le côté. Il y aurait des coupures finalement, des parties qui n'ont pas pu s'aligner. Donc en fait, comme il repositionne une photo par rapport à l'autre, on peut se retrouver avec des parties blanches. Une fois que j'ai fait ça, toujours mes deux images sélectionnées, pour le focus stack, c'est relativement simple. On fait Edit, Auto Blend Layer, donc Stack Image. Et là, en fait, vous avez donc ces deux facteurs-là. Donc ça, c'est pour sélectionner, en fait, pour qu'il fasse une concordance quand il va relier les deux images entre les tonalités et les couleurs. Et puis le deuxième clip, c'est pour avoir finalement une photo fusionnée des deux images ensemble. Donc vous allez comprendre une fois que je vais cliquer OK. Donc je clique OK. Donc là, il est en train de mélanger les deux images. Et donc, on a ici, vous voyez, une photo donc, qui est fusionnée, donc la photo fusionnée des deux images sur le dessous. Donc je vais la désélectionner et je vais vous montrer très exactement ce qu'il fait. Donc si vous n'êtes pas familier avec Photoshop, donc vous avez une image ici et puis son masque à côté. Et si on regarde ici son masque, donc le masque c'est quoi? Le masque c'est du noir et du blanc, alors ça peut être du gris aussi. Le blanc, on va voir toute la zone qui est sous le blanc, et par contre on ne va pas voir la zone qui est sous le noir. Donc si on regarde sur cette couche ici, donc ça veut dire que toute partie basse de l'image, elle va être nette et elle va être visible, et toute la partie noire ne va pas être visible. Et inversement sur la photo du dessous. Et c'est compréhensible puisque cette première image, c'est où on avait fait la mise au point sur la souche, et la seconde image, c'est où on avait fait la mise au point, donc quelque part ici, entre le sable et puis la roche. Si je désélectionne les couches, donc vous voyez exactement ce qu'il fait. Alors effectivement, on voit, il y a des endroits ici sur le haut qu'il a pris, qui pour moi normalement ne sont pas dans la zone de netteté. Bon, ça c'est quelquefois des bugs dans Photoshop. Alors si je voulais les retirer, ici il faudrait que je peigne en noir dans le masque ici pour les cacher, et que j'aille sur le calque du dessous et que je repeigne en blanc. D'ailleurs on peut le faire. Si je sélectionne une broche, si je peins en noir ici, opacité, alors attendez, j'ai augmenté mon opacité pour le faire d'une seule fois, on est bien. Donc si je passe ici, par exemple, pour supprimer tout ça, donc vous voyez que si je resélectionne la zone du dessous, et ben en fait qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que ça c'est plus du tout visible, parce qu'en fait je l'ai mis noir sur cette couche là, donc je l'ai masqué sur cette couche là, il était déjà masqué sur la couche du dessous. Donc là je repasse sous le masque du dessous, et cette fois-ci comme c'est pas en noir, donc que ça le cache, je vais changer ma couleur. Donc on clique ici sur la petite croix où on appuie sur le X du clavier pour faire basculer entre le noir et le blanc. Donc là je me mets en blanc. Je reprends un pinceau à 100%, je m'assure que je suis bien sur le bon calque et je vais repeindre en blanc. Et donc du coup, ça va apparaître, et ça va apparaître par rapport à la... Hop, il y en a encore un ici. Toc, ça va apparaître par rapport à la couche ici du dessous. Donc là, on a nos deux images assemblées l'une à l'autre, et donc en fait avec une profondeur de champ donc, qui est nette du premier plan, donc l'arbre, jusque finalement à l'arrière-plan. Donc là, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'ici, voilà, hop, en grandissant, j'avais pas bien passé le blanc. Donc voilà, il est bon. Donc là, ici, forcément, on a une impression, pas de flou, mais c'est la brume. Si vous vous rappelez, donc il y avait quand même pas mal de brume qui se levait. Donc c'est pas que c'est pas net, on voit bien ici que c'est très très net. Et puis après, ça part un petit peu dans la brume. J'ai pas envie de mettre du dièse là-dessus, parce que tout simplement, c'était les conditions, et c'est ce qui donne aussi cet aspect en fait finalement venteux et mouvementé de la plage. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est relativement simple, il ne nous reste plus qu'à fermer l'image. Elle va repartir tout simplement se sauver ensuite. Hop, voilà. Et elle va se sauver et elle va repartir dans Lightroom, et puis on pourra ou la retravailler dans Lightroom ou revenir plus tard pour faire des ajustements dans Photoshop. Donc voilà, le focus stack, comme vous le voyez, c'est relativement simple. Donc on prend les deux images, on les développe dans Lightroom, on les importe dans Photoshop comme des couches. Ensuite, on aligne les deux images l'une avec l'autre, et ensuite on utilise dans Photoshop cette fonction qui s'appelle Auto Blend Layer, et ça va nous mixer les couches. Alors ici, il y en a avec deux, il peut y en avoir autant que vous voulez. Alors forcément, plus il y a de couches, plus l'ordinateur va mettre de temps à travailler, mais en tout cas, on peut en mettre autant qu'on veut. J'ai été jusqu'à faire 4 ou 5 couches les unes avec les autres pour certaines images où j'étais vraiment proche de mon premier plan, et puis un arrière-plan très éloigné, et puis une lentille qui avait une faible profondeur de champ. Enfin, une lentille et des réglages qui avaient une faible profondeur de champ.
Donc voilà, aussi simple que ça. Donc là, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, on voit quand même que malgré tout, il y a des petits pixels blancs ici. Donc probablement, il faudra recadrer un petit peu plus dans Lightroom. Tac, ici, pour enlever justement cette partie de blanc. Allez, se mettre quelque part ici. Et voilà, et donc là, on a la photo qui est clean, propre et nette, du premier plan jusqu'au deuxième plan. Allez, on retourne ensemble sur le terrain. Donc voilà, je peux me mettre dans ma scène maintenant, je peux mettre des empreintes. Il y avait des empreintes de chiens, donc ça, je pense que je vais pouvoir les retirer dans Photoshop. Mais maintenant, je vais plus reprendre de photos. Comme vous voyez, là, c'est terminé. Il y a beaucoup d'enseignements dans la vidéo de cette semaine. Donc on va commencer par d'abord ce qui était le sujet de la vidéo, le focus stack. Donc vous l'avez compris, dans le focus stack, ce qui est intéressant, c'est l'empilement des images pour avoir une zone de netteté qui est relativement grande, qu'on n'a pas forcément avec les objectifs qu'on utilise. Vous avez vu aussi sur la deuxième image que parfois il faut savoir aussi ne pas utiliser le focus stack, et donc ce qui est important, c'est d'avoir ces applications qui vous donnent les profondeurs de champ. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'utilise Photopil, je vous mets le lien dans la description, mais il y en a plein d'autres qui sont disponibles sur tous les stores Android et Apple. Donc n'hésitez pas à aller les chercher, et il y en a beaucoup qui sont gratuites. Je vous rappelle que Photopil, comme je vous avais dit la dernière fois, c'est payant. Alors elle est superbe, mais elle est payante. Donc voilà, utilisez ces applications là pour déterminer la profondeur de champ et déterminer si oui ou non le focus stack est intéressant. Et puis il faut savoir aussi que parfois d'avoir du flou sur l'arrière-plan, ou du moins une zone de netteté qui est moins importante, c'est aussi quelque chose d'intéressant, puisque ça va attirer l'œil. Par exemple, ça aurait pu être ici sur le bois plutôt que sur l'arrière-plan, le soleil. Donc voilà, le focus stack, j'espère que vous avez compris comment ça marche, mais encore une fois, il faut être prudent dans l'utilisation et pas vouloir tout le temps avoir des photos qui sont nettes du premier plan jusqu'au dernier plan. Et puis la deuxième leçon d'aujourd'hui, vous avez vu quand le soleil se couche, surtout ici à la mer, mais c'est vrai aussi en plaine. Donc quand vous avez des zones dégagées en montagne aussi, il faut être patient, parce qu'en général entre 10 minutes et une demi-heure suivant les saisons après le coucher du soleil, c'est là où on a les réflexions du soleil sur les nuages, et c'est super joli. Et vous avez vu là, on a bénéficié de 5 minutes de réflexion du soleil rouge sur les nuages, donc quelque chose de super intéressant. Donc voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine, pas sur l'île d'Oléron malheureusement, parce que j'aurais commencé à retravailler, mais probablement sur la région d'Île-de-France. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous!